Bonjour et bienvenue dans 50 nuances de sport, le podcast qui fait rimer bonheur et sueur. Moi, c'est Rosanne, et ici, je donne la parole à des sportives et sportifs passionnés, aux parcours différents, qui vous partagent leur histoire, leur vision du sport, ou encore une expérience qui les a marqués. Des témoignages passionnants, faits pour vous inspirer. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Avant de débuter, je tiens à remercier Sophie Victoire pour son commentaire sur Apple Podcast, mais également Antoine, Titcat, Chris John, JP Milou, Yael, Mélo, Claire, Jérôme, Charlotte, Pat, Arnaud et Minu qui sont les premiers tipeurs du podcast. J'espère n'en avoir oublié aucun. Alors les tipeurs, c'est-à-dire, je vous rappelle rapidement que depuis janvier, j'ai lancé une page sur la plateforme de financement participatif Tipeee, d'où le nom de tipeur, pour me permettre de continuer de produire mon podcast tout simplement. Alors si vous aimez 50 nuances de sport, que vous voulez soutenir, faire partie de ce groupe de tipeurs qui me permettent de continuer de produire le podcast, et sachez que vous pouvez le soutenir à hauteur d'1 € par mois. Donc c'est pas grand chose, et pour moi c'est beaucoup. Merci à vous. Mon invité du jour c'est Anna. Et notre échange, il va être disponible sur mes 2 podcasts, 50 nuances de sport, mais également Chronique d'un changement de vie podcast, car il met en parallèle un marathon et une reconversion. Donc en fait, l'histoire d'Anna, c'est que elle était dans un job où elle ne trouvait plus de sens et elle a décidé de partir, de le quitter, sans forcément savoir ce qu'elle allait faire après. Et elle a entamé ce cheminement de la reconversion, du changement de vie. Et en parallèle, elle s'est lancé le défi de son premier marathon. C'est donc un format un peu particulier que je vous propose aujourd'hui, puisqu'on va vraiment mettre ça en parallèle progressivement, donc parler à la fois reconversion, marathon, reconversion, qui sont des processus, des aventures qui peuvent très bien être comparées. La course à pied, pour moi, c'est une vraie métaphore de la vie, donc là, c'est vraiment l'occasion de l'exploiter avec Anna, mon invitée. Je vous laisse en notre compagnie, je vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour Anna. Bonjour Rosanne. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis super ravie de te rencontrer pour parler de 2 sujets d'ailleurs qui me passionnent. Donc que ce soit la course à pied d'un côté et les changements de vie. Alors depuis longtemps, moi je me disais que j'aurais aimé écrire un article sur le fait que la course à pied c'est une métaphore de la vie, puisque on se prépare, on prend le départ, on est motivé, on a peur, puis on doute, et lorsqu'on franchit la ligne d'arrivée, on se rend compte qu'on était finalement capable de faire des choses que l'on n'avait pas soupçonnées. Donc je l'avais pas encore fait, et hop, l'occasion se présente avec toi, car l'idée tu l'as eue, en t'inspirant de ton histoire qu'on va développer. Tu as quitté ton job et à la recherche d'un autre métier, et en parallèle tu as couru un marathon, et ces 2 éléments tu les mets en parallèle dans un livre que tu as écrit qui est envoyé aux maisons d'édition, qui est pour le moment secret défense, mais en tout cas on va construire l'interview de cette façon-là, en mettant en miroir à la fois ta reconversion et ton marathon, puisque c'est ce que tu fais d'ailleurs dans ton livre. Donc ça m'a du coup moi forcé à faire ce travail de mise en parallèle d'un processus de changement avec celui d'une course, et quelle course, le marathon. Donc c'est super chouette. Donc on va pouvoir du coup débuter en revenant en 2018, et je vais commencer par te demander ce que tu faisais professionnellement parlant. Donc en 2018, j'étais chargée de marketing. J'ai pour te résumer un peu mon parcours, donc bonne élève, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie, donc je suis partie faire 2 années de classe prépa, et ensuite j'ai fait 3 années de fac pour obtenir un master en marketing, parce que ça me plaisait bien, mais bon, j'avais pas encore trouvé toujours ce que je voulais vraiment faire. Et puis après, en 5 ans, j'ai fait 5 boîtes. Donc, j'ai fait et notamment 3 ans dans la banque et 1 an dans le sport. C'était du marketing sur lequel t'étais spécialisée dans un domaine à l'époque, ou c'était vraiment alors dans la banque pas forcément. Tes études c'était vraiment marketing global. Ouais, c'était marketing global, ouais, c'était ça. Et dans la banque, on va dire que non, c'était plus de la relation client, la fidélisation, tout ça quoi. Et après dans le sport, je faisais un petit peu de tout parce que c'était une petite structure. D'accord, donc en gros, voilà. T'étais responsable marketing. Ouais, j'étais Bac plus 5. Voilà, le parcours un peu classique qu'on entend souvent régulièrement, même, je trouve, en ce moment. Ouais, c'est clair. Ouais. Surtout dans tout ce qui est fonction support. Ouais. En l'occurrence, souvent. Tout à fait. Et en parallèle, ta pratique sportive.
ma pratique sportive, donc en fait moi je me suis mise à la course à pied en 2014, parce qu'à l'époque ma chef de la banque me disait que ça faisait maigrir, qu'elle avait fondu en fait, et je m'étais dit super, bah écoute pourquoi pas, et puis en fait même si au début je me suis maudit d'avoir essayé, en fait c'est devenu une addiction. Et donc en fait en 2018 j'avais quelques semis à mon actif. J'allais faire mon deuxième Marseille-Cassis, donc un 20 km. J'avais fait le semi de Marseille parce que je suis marseillaise, donc du coup c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de se passe dans le sud, et j'avais quelques 10 km à mon actif, donc voilà, je commençais quand même à courir pas mal. Donc course à pied principalement. Ouais. Tu t'as fait des courses officielles rapidement, ou c'est venu t'as commencé en 2014, t'as mis combien de temps à peu près Je crois que en 2015 j'avais fait la Marseillaise des femmes, donc la parisienne version Marseille. Et donc quelques mois après, mais c'était 5 même pas 6 kilomètres quoi. Donc c'était pour le fun et c'était voilà quoi, c'était sympa, et quand tu le fais aussi en fait quand tu commences à découvrir les courses, c'est un tel univers que après t'as envie de continuer, c'est tellement génial. C'est une ambiance vraiment particulière. Ah, j'adore. Ouais. Et une fois c'est vrai que pour les personnes qui se lancent dans la course à pied, il y a le passage de bon je m'entraîne seule, et à partir du moment où on prend son premier dossard et qu'on passe la ligne d'arrivée, il y a quelque chose de quand même magique qui se passe. Donc c'est clair. Non, je suis d'accord. Donc du coup la Marseillaise des 10 km semi, et donc en 2018 en 2018 Marseille-Cassis, tu disais? Ouais, j'ai fait pour la deuxième fois le Marseille-Cassis en 2018, qui était génial. Enfin, moi, j'adore cette course, hein. C'est pas parce que je suis marseillaise, mais je vous conseille de la faire parce qu'elle est superbe, en fait. Elle relie Marseille à Cassis, qui est un petit port, port, quoi. Et vous, en fait, on passe par la Ginesse, donc c'est un sentier, le col de la Ginesse. Voilà, donc, qui est, on le ressent, hein, au niveau des jambes, on va pas se cacher. Mais quand on arrive, en fait, sur la baie de Cassis, que, tu vois la mer, c'est les reflets, du soleil sur la mer, tu te dis c'est parfait, quoi. Elle est super. Et en plus, tu te baignes à la fin. Donc, donc c'est encore mieux. C'est génial. Ça voilà. vaut le coup. À quel moment tu passes le cap de tes semis Marseille-Cassis au marathon? Et en fait, j'étais intriguée par les marathoniens, quoi. Parce que c'est vrai que c'est-à-dire que en fait donc j'ai fait le semi de Marseille, et le semi de Marseille c'est quand le semi de Marseille, juste en c'est en mars, fin mars. Début avril à peu près. Et en fait, ce même jour, t'as les marathoniens qui courent. Et quand je les voyais passer, je me disais mais waouh quoi. Tu sais, je sais pas. En tout cas, moi, je trouvais que j'étais un peu émerveillée par ces gens-là. Et puis je me suis dit et pourquoi pas toi finalement quoi. Bon, et puis en parlant avec une copine, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, déjà, est-ce que toi peut-être dans un club, ça serait peut-être pas mal pour t'aider. Et puis, c'était dans un coin de ma tête, donc j'avais pas encore pris la décision, mais quand même, je me disais, j'ai bien envie de tenter ça, quoi. Quand t'as fait des semis, tu te dis, pourquoi pas un marathon? Donc l'idée germe dès début 2018 en fait. On va dire alors exactement quand, je me souviens pas trop, mais au printemps 2018, printemps-été. Ouais, je m'étais dit, je venais de faire le Marseille-Cassis, donc Marseille-Cassis c'est en octobre, et on va dire que j'avais commencé l'été à y penser, l'été d'avant à y penser. Voilà. Et celle de changer de métier. Et donc celle de changer de métier, et en fait donc comme je le disais tout à l'heure en intro, j'ai fait en 5 ans j'ai fait 5 boîtes. Donc j'ai quand même réalisé que ça pouvait durer indéfiniment, quoi, genre 6 ans, 6 boîtes, enfin bref, donc je voulais pas aussi que ça pu apparaître dans le Guinness des records. Voilà, c'est ça en fait en gros. Et puis je me sentais pas à ma place en fait. Notamment dans la banque, où en fait j'ai fini mon CDD dans la banque, et on m'avait proposé 6 mois et de plus, et en fait j'avais dit non mais c'est pas possible quoi, il faut que je m'en aille. Alors je sais qu'il y en a qui auraient sauté sur les 6 mois, hein, mais moi je m'étais dit non, en fait il faut que je change de secteur. Là j'en peux plus, je veux me laisser la chance en fait, tu vois, de changer de secteur.
Et en fait, quand je suis allée, même si le sport ça me plaît, en fait, il y avait un manque de sens total en fait de ce que je faisais, vide de sens, d'être enfermée toute la journée à faire des PowerPoint quoi. Voilà quoi. Non mais c'est une raison. Ou Excel. Voilà, Oui, je crois que je suis clairement pas la seule à l'avoir dit. Je pense que tout le monde maîtrise la suite Office voilà, dans les fonctions support. À te poser des questions sur la taille de la police du titre et la couleur, s'il faut du bleu ciel, bleu foncé ou je sais pas quoi. Enfin, au bout d'un moment, voilà quoi. Je me disais, est-ce que c'est ça ta vie? Est-ce que c'est vraiment de te poser ce genre de questions? Est-ce que c'est de faire 2h15 de trajet quotidien pour aller bosser? Donc heureusement que j'aime la lecture et que tu t'habitais sur Paris, du coup, en fait, sur Paris? J'habitais dans le nord de Paris, nord-ouest. Ouais, je crois que c'est ça. T'es venue sur, tu disais que t'étais de Marseille et t'es montée sur Paris quand? Je suis montée sur Paris en 2016. Ok. Et donc en 2018, je vivais dans le 92, donc à Bois-Colombes. Et en fait, je travaillais dans le sud à Boulogne, avec la fameuse ligne 9 que tout le monde connaît, quoi. Et donc en fait, bah oui, ça fait facilement 2h15, voire 2h30. Ouais. Donc, quelle vie, quoi, en fait. Ouais, gros questionnement. Ouais, le gros questionnement. Là, je peux plus continuer à faire des choses qui m'ennuient, quoi. Ouais. Tu t'ennuyais, du coup? Ouais, je m'ennuyais. Ok. Parce que ça, c'est quand même un phénomène qui est aussi fréquent. On parle beaucoup du burn-out. Ouais. Mais il y a aussi ce qui existe, parce qu'on parle aussi du burn-out. Le fait de s'ennuyer au travail. Et en plus, tu parlais d'une prépa, tu parlais d'un master. C'est vrai que dans ces formations, il y a un livre qui est top qui s'appelle Le syndrome des premiers de la classe et qui explique justement que dans toutes ces écoles, enfin dans les écoles mais dans les masters, on nous promet un peu monts et merveilles et quand on arrive dans le monde réel de l'entreprise, non, enfin on n'est que des jeunes diplômés et on nous confie des tâches qui manquent parfois un peu de sens. Donc, et d'ailleurs on parle de brown out. Ouais, c'est ça. Pour le manque de sens. Ouais. Donc, oui aussi. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a une réelle remise en cause quand même. Ce fonctionnement-là. Ouais, tout à fait. Et le déclic de ton marathon. Tu parlais de l'idée qui a germé donc au printemps, l'été t'y penses un peu plus. À quel moment après de septembre à décembre, je suis au club et j'entends que certains du club vont faire le marathon, donc je me dis c'est le marathon de Paris. Ouais, le marathon de Paris. En avril. Voilà, en avril, donc pourquoi pas. Et en fait, j'en parle à mon coach sportif quoi, parce qu'on est on a un coach en fait donc au club et je lui dis est-ce que tu penses que je pourrais envisager de faire un marathon et tout, et puis il me dit écoute oui quoi, il me dit dans la mesure où déjà t'es hyper assidu, tu viens toutes les semaines et où tu suis la fameuse prépa marathon, vas-y quoi. Donc je m'inscris le 15 décembre 2018 et je mets je remplis 3 fois la session parce que je stresse quoi, la session de paiement et j'en viens à oublier mon inscription puisque 2 jours après je fais opposition à ma carte bleue, je me souviens même pas que j'ai payé le marathon. Donc c'est quand même assez... parce que tu vois les moins, parce que oui, accessoirement quand même, je veux le dire, le marathon de Paris, c'est un petit budget. C'est un billet de 100. Ouais, voilà. C'est un bon billet de 100. Voire un peu plus, ça dépend. Ouais, en décembre pour avril, oui, tu dois être au taquet du prix. Parce que les inscriptions ouvrent un an avant. Pour la petite histoire, en fait, je vois un prélèvement sur mon compte, mais en provenance de Londres. Oui. Et en fait, je me dis, mais attends, je suis pas allée à Londres ce week-end. Qu'est-ce que c'est? On m'a piraté ma carte bleue, je commence à paniquer et tout. Puis après, je réfléchis à ce que j'ai fait le week-end, je me dis je me suis inscrite au marathon en fait. Et finalement, quand je vais sur le mail d'inscription du marathon, je vois Londres, j'ai dit purée, c'est pas possible, vrai, voilà. Donc au moins je saurais faire opposition, voilà, tu vois, à la carte bleue. Donc du coup, là on est en janvier. Donc en 2018, décembre 2018, tu t'inscris quand même à ce marathon. Ouais. Et en termes de date, cette remise en question en fait de professionnellement, pour en revenir à l'aspect professionnel, tu disais que tu t'ennuyais, tu te posais des questions. Quand est-ce que tu as eu le déclic? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors, c'était en quelle temporalité? En fait, c'était
alors donc je remontais quelques mois en arrière Ouais. du coup. Donc en mai 2018, je commençais déjà à me poser des questions. Je m'ennuyais et j'étais en train de me dire que je pouvais pas concevoir de faire ça toute ma vie. Et donc ça fait un peu cliché, mais en fait en face de mon bureau il y avait un square. et puis comme il faisait beau, je crois que j'en avais assez d'être devant Excel en fait. Et je vois ce square devant lequel je passe tous les matins sans y prêter attention et je me dis qu'est-ce que tu fais enfermé dans ce bureau toute la journée alors que dehors il fait beau, que les abeilles butinent, que le soleil brille. Et en fait ce jour-là je suis partie à la pause déj manger dans ce square en fait. Et en plus c'est bon, il y avait du soleil donc fait rare à Paris, bon okay, j'exagère un peu mais non, bon, si, voilà. Quand t'es habitué à 300 jours de soleil par an, c'est un peu violent le temps parisien. Voilà. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit mais tu peux pas continuer comme ça toute ta vie quoi. Il y a la vie en fait, si tu veux en fait, le square m'a fait réaliser que la vie elle continue en fait. Et tu vois, elle continue, c'est-à-dire que le soleil il continue à se lever et à se coucher, que les abeilles elles continuent à butiner, que tout en fait, que tu veux la saison, en plus on était en mai, donc tu vois que la vie elle continue à avancer, les arbres ils commencent à avoir leurs bourgeons, et moi ma vie en fait, qu'est-ce que c'était finalement ma vie? Et j'avais l'impression que ma vie en fait me glissait entre les mains et je me suis dit non mais en fait là c'est pas possible. Et puis j'ai trouvé le courage de demander ma rupture conventionnelle en fait qui a été acceptée. Donc, alors est-ce que tu peux en parler rapidement de ça? Oui. Parce que voilà, la rupture conventionnelle c'est quand même un accord entre l'employeur et le salarié. Il n'est pas accepté si facilement. C'est souvent, on va dire, je pense que dans la majorité des cas, c'est l'employeur qui propose au collaborateur. Et quand le collaborateur le demande auprès de son employeur, l'employeur va dire bah non, tu peux démissionner en fait. Moi j'ai pas besoin parce que ça implique en fait que l'employeur il y a une je suis plus RH donc du coup il y a des indemnités légales parce que j'ai eu aussi une rupture conventionnelle. Il y a effectivement des indemnités légales qui sont plus ou moins élevées en fonction de la convention collective et du coup ça quand même en termes d'avantages c'est que pour la personne qui l'obtient ça permet de toucher le chômage derrière alors qu'une démission ne le permet pas. Donc dans ton cas comment tu as défendu ta demande pour qu'elle soit du coup acceptée? Et ben en fait alors j'avais un truc à mon avantage, c'est que mes indemnités légales, donc de toute façon moi j'étais pas là, je cherchais pas à demander des milliers des cents, mais comme ça faisait 10 mois que je bossais dans l'entreprise, pour l'entreprise elles étaient vraiment assez faibles. Ouais, le coût en fonction, voilà. Et en fonction du nombre de mois. Et en fait je pense que et alors donc pour ceux qui pensent que c'était grâce à ça que j'ai obtenu ma rupture conventionnelle, il y avait ce qu'on aurait pu penser être un gros frein, c'est que j'étais la seule employée de l'entreprise. Donc j'étais dans une start-up. Donc j'ai en fait avant je m'étais dit mais ça va jamais être accepté, je suis la seule, ça va jamais être accepté, etc. Et puis en fait, tu sais quoi, je me dis que si t'oses pas, eh ben tu sais pas. Et de toute façon, je pense que mon employeur avait vu depuis un certain temps, enfin depuis un mois et demi, en fait depuis ces prises de conscience que ça allait pas, que je faisais mon travail, je le faisais, mais que honnêtement, clairement, je faisais des erreurs, j'étais tête en l'air, alors que j'en avais assez quoi. Enfin, c'était plus dedans. J'étais la tête dans le square. Ouais, c'était ça en fait. Et en fait, donc et finalement, je l'ai demandé et ils m'ont demandé de réfléchir. Ils m'ont demandé si je maintenais ma décision. Et j'ai dit oui, je la maintiens. Ils m'ont dit on accepte en fait. Et en fait, je pense que si tu veux, c'était vraiment. Et après, on en a parlé. Tu leur as dit quoi? Tu leur as dit. J'ai dit je demande une rupture conventionnelle parce que ça me convient pas, parce que les missions elles sont un peu trop éloignées par rapport à la fiche de poste initiale aussi. Et parce que alors les mots exacts je m'en souviens pas, mais en fait non mais t'as été honnête sur le fait j'ai que été ça honnête. Voilà, tu vois, je pense que l'idée c'est pas non plus de dire c'est vous le problème et non. Je pense qu'en fait s'il faut le présenter aussi en tant que gagnant quoi, je veux dire, c'est-à-dire que eux ils ont pas l'intérêt de garder quelqu'un qui a une baisse de motivation aussi en fait. C'est sûr. Donc il y a un moment voilà, et puis il faut se jeter à l'eau aussi. Ouais, faut tenter. Il faut le tenter.
Il y a beaucoup de gens qui disent non mais dans mon entreprise ça va pas être accepté. Ouais. Je pense qu'il faut pas partir. Si tu pars avec l'idée que ça va pas être accepté, bah, franchement il y a peu de chances que ça le soit. C'est clair. Donc il faut le tenter quoi. Enfin je veux dire tu sais pas donc oui ce jour-là j'étais hyper tremblotante, j'avais la voix qui tremblait quand je l'ai demandé. Mais voilà quoi. Enfin après c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie et voilà quoi, c'est essayer de toute façon t'avais rien à perdre à l'époque donc voilà, j'avais tout à y gagner et surtout à me sauver moi-même quoi. Ouais, c'est donc, ça. Voilà. Ok, donc du coup, 1 mois après, tu demandes ta rupture conventionnelle. On repasse au marathon. Comment, quand est-ce que, donc tu t'inscris et donc tu l'expliquais, excuse-moi, tu t'inscris, après t'être inscrite, effectivement, il y a une certaine préparation à mettre en place. Quand commences-tu à te préparer et comment ça se passe? Oui. Donc le marathon, donc la prépa commence en janvier. Pour moi qui suis marseillaise, j'avais quand même pas réalisé que la préparation se ferait en hiver. Donc en hiver à Paris. En hiver à Paris, oui, voilà. Donc en fait, on a eu tous les temps. On a eu la pluie, la grêle, on a eu la neige aussi. Je me rappelle un soir, il a neigé abondamment au stade et les seuls présents sur la piste, c'était ceux qui préparaient le marathon. Ouais. Donc là, tu dis à quel point t'es ancré marathon, t'es focus marathon en fait. Ouais. Et même là, tu découvres à quel point là, j'ai découvert une assiduité que je connaissais pas. Je trouve j'ai découvert un aspect de mon mental que je ne connaissais pas quoi. À partir du moment où t'as ancré cet objectif, il te quitte plus et tu te donnes les moyens. Et tu te donnes les moyens. Donc en fait, la prépa, écoute, on va dire que pas facile quand même parce que tu sollicites ton corps comme tu ne l'as jamais sollicité auparavant. Tu sais pas forcément comment il va réagir. Donc des fois phase de fatigue, aussi un peu des douleurs musculaires. Et puis après accompagne aussi niveau nutrition parce que des fois je mangeais pas je mangeais souvent des fois des légumes bouillis donc clairement ça allait pas m'aider pour courir le marathon, donc pour essayer un peu d'avoir un truc un peu plus qui puisse un peu plus me caler pour courir et donc une préparation qui finalement c'est super bien passé. J'ai vraiment apprécié le processus de la prépa et surtout avec les gens du stade où tu sais il y a un côté équipe aussi. Il y a un côté équipe, on supporte, on en peut plus, mais c'est pas grave, on continue, on a l'objectif et voilà. Tu faisais toutes tes séances, tu faisais combien de séances par semaine? Non, 4 séances par semaine. Et t'en faisais combien avec le club? Donc 2 séances 2 soirs par semaine avec le club, des séances de fractionnés. Fractionné court et fractionné long. Ensuite, la sortie longue du dimanche. Du coup, ça me permettait quand même le dimanche de tester toutes mes futurs ravitaillements en fait du marathon. Ouais. Donc tester ma boisson, tester mes barres de ravitaillement pour savoir aussi si je les acceptais, tu les digérais. Si je les digérais, avoir le réflexe en fait aussi, tu vois, de regarder ma montre et de me dire ok, à tel moment je bois, à tel moment je mange. Ouais. Et une 4e séance d'endurance fondamentale où là je courais un peu à la vitesse de l'escargot quoi, pour notamment c'est super bon pour le cœur et pour faire cette 4e séance d'une petite heure. Puis avoir un certain nombre de kilomètres aussi au compteur pour habituer ton corps à courir beaucoup. À courir, c'est ça. C'est vrai que je l'avais mise juste après, mais je pense que je vais te la poser tout de suite. Est-ce que t'en parles à ton entourage justement à l'époque de cette inscription, de cette préparation et comment ton entourage reçoit cette nouvelle et donc mon entourage très proche m'a beaucoup soutenu, m'a dit c'était super, surtout que le fait en fait de me fixer cet objectif dans cette période de reconversion, on l'abordera après, d'avoir un objectif possiblement atteignable parce que voilà ça me boostait quoi donc ça c'était chouette. Après t'as des gens qui comprennent pas, enfin il y a des gens qui ne courent pas, qui ne font pas de sport du tout, qui ne font pas de course à pied
quand tu leur dis que en fait samedi soir tu te couches vraiment tôt parce que demain tu dois faire 30 bornes ou que ce soir en fait si tu vas si tu vas chez eux ou si tu vas au resto, en fait tu vas juste prendre je sais pas des pâtes ou un truc en fait qui va te caler. Le Perrier citron, la boisson du marathonien. Voilà, le Perrier citron, tu vas pas manger forcément de dessert et boire de l'alcool. Après peut-être que moi j'ai été un petit peu trop stricte, j'en sais rien, mais du coup des fois des personnes ne comprenaient pas forcément. Mais j'essayais quand même d'organiser. Voilà, il me fallait mes 4 séances par semaine et il fallait voilà quoi. C'était ton objectif, ça c'était. Ah ouais, c'était vraiment mon objectif. À tout prix. Ah oui, j'étais pas dispo. Je reconnais que j'étais pas dispo pour le reste, mais voilà. Ok. Et de l'autre côté, donc en parallèle, ta reconversion. Oui. Donc tu disais qu'au bout d'un mois, tu demandes ta rupture conventionnelle. Comment tu prépares ce départ et cette nouvelle vie, sachant que, si je ne dis pas de bêtises, tu pars sans absolument pas savoir ce que tu vas faire après. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a quand même des ruptures. Moi en l'occurrence, j'ai fait aussi une rupture conventionnelle, mais derrière j'avais un projet de reconversion identifié et je ne suis pas partie avant. Toi tu pars, t'as ce déclic, tu pars, tu sais absolument pas ce que tu vas faire. Comment tu prépares ça? Comment ça se passe? Donc c'est vrai que en fait j'ai sauté sans voir le filet quoi. Et alors autant le marathon, tu t'inscris, tu te prépares, t'es en club, autant la reconversion c'est en fait c'est vrai que ça peut paraître fou de faire ce que j'ai fait, de partir alors que je ne sais absolument pas ce que j'ai derrière. Mais en fait au fond de moi et mon corps me le disait en fait c'était qu'il fallait que j'arrête quoi et que c'était clairement plus possible. Et en fait une question de survie. Oui. Ouais, c'était une question de survie. Et en fait, pour la première fois de ma vie, alors que dans mes études, je planifiais toujours tout trop bien, très bien, j'étais hyper carré. J'ai rien prévu, tu vois. Pour ma reconversion, j'ai rien prévu au départ. J'avais juste prévu en fait de me faire aider par un coach. Que j'ai trouvé et de me dire écoute je le rencontrerai en septembre. Un coach de quoi? Un coach de reconversion quoi, de transition pro quoi. Parce qu'en fait j'ai quitté mon entreprise le 31 août. Donc je devais le rencontrer, je l'ai rencontré en septembre et puis je me suis dit donc t'avais un coach club et un coach donc je me suis dit on verra bien. On verra bien où ça me mène. Je ne sais pas forcément quoi faire. J'avais idée que j'avais envie de faire quelque chose dans l'écologie parce que c'était quelque chose ça me parle. Mais sans vraiment tu vois avoir une idée précise. Sans avoir une idée précise et finalement les choses sont très bien faites puisque j'ai via ce coach, j'ai pu trouver ma formation j'ai pu faire une formation dans l'écologie quoi. OK. Et quel type de formation? Donc ça c'était en fait c'est une formation alors quel type? C'est des conférences en fait, c'est 15 jours de conférences sur des thématiques bien précises avec t'as 50 intervenants sur les 15 jours et où c'est l'objectif en fait c'est quand même que tu sois assez ouvert d'esprit. Il y a pas mal d'ateliers, d'échanges. On a fait des thématiques sur l'alimentation, sur l'énergie, sur la croissance, sur je sais plus là, j'ai un trou de mémoire, mais et en fait voilà, l'idée c'était vraiment que en tout cas c'est une cartographie globale quand même de ce qui se passe, de tous les enjeux actuels, que ce soit des spécialistes qui sont venus nous expliquer tout ça et en plus j'ai pu me faire un super bon réseau aussi. Donc ça, je pense que c'est clairement une clé dans la reconversion pro, c'est de se faire un réseau. Et donc en fait, oui, j'avais rien préparé. Et en fait, finalement, ça a vraiment fait effet boule de neige, quoi. C'est-à-dire que j'ai rencontré ce coach qui m'a donné le contact de quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un pour la formation. Et en fait, tout a été un effet boule de neige et fluide. Alors fluide, je sais pas, mais en tout cas quand même les choses sont bien faites parce que moi j'ai pas eu l'impression que c'était fluide sur le moment. Peut-être aujourd'hui oui, finalement aujourd'hui oui. Avec le recul. Avec le recul, ouais. Et mais sur le moment t'avances dans le brouillard en fait. Ouais, sur le moment j'avance. Voilà, je le dis clairement. J'avance. Je sais pas trop où je vais. Je sais pas trop ce que je vais faire de ma vie. Accessoirement, c'est une question que je me suis jamais posée
poser et que l'école ne m'a jamais invitée à me poser aussi. Puisque j'étais bonne élève, donc il fallait absolument que je parte en classe prépa pour mes profs. Et en fait, on sait pas, voilà quoi, on nous dit pas, bah ok, posez-vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire de votre vie À aucun moment. À aucun moment on le fait. Donc c'est ça. On nous apprend juste à faire, à de toute façon avoir le plus de bagages possible. Pour ne pas galérer comme aurait pu galérer d'autres personnes. Donc si on a des bonnes notes, on le fait. Et le but, c'est de faire un bac+5 pour être responsable marketing dans une grande entreprise. Non mais c'est quand même ça. Et d'ailleurs, le livre Le syndrome des premiers de la classe, c'est vraiment ce qu'ils expliquent. C'est ça justement, ce phénomène-là de on nous vend un poste dans une entreprise, alors que moi je reste persuadée que c'est effectivement intéressant de faire des études, mais pas pour le poste que ça va te permettre d'avoir, simplement pour avoir tous les outils pour trouver après effectivement le métier qui soit au service de ta mission de vie. Mais encore faut-il, le métier en fait est pas une fin en soi, c'est un outil. Et donc de pouvoir trouver justement quelle est ta mission de vie, ça à aucun moment on nous l'explique. Donc effectivement, clairement, toi tu t'es retrouvé à te les poser en étant au chômage en fait. Ouais, en fait finalement voilà, c'est ça. En fait j'aime bien dire que je suis pas partie faire le tour du monde, mais je suis partie à la découverte de moi-même quoi. Ouais. J'ai vraiment fait j'ai tour vraiment de moi-même. Ouais, le tour de moi-même, fait une introspection profonde quoi sur moi et ça a remué beaucoup de choses finalement parce que je m'étais jamais posé des questions. Donc oui, clairement, j'ai été au chômage. Le mot qui fait si peur à tant de personnes, mais je regardais, je suis toujours en vie quoi. Il y a pas de voilà, c'est pas une honte, c'est comme ça quoi. Enfin je veux dire, en tout cas moi j'avais décidé, je savais ce qui m'attendait et je l'ai assumé. C'était un choix quoi. Alors tu parlais du regard des autres justement, on parlait de l'entourage dans le cadre de la prépa marathon et du jugement parfois de certains par rapport à ça justement. Par rapport à ta reconversion qui n'était même pas une reconversion à l'époque, qui était un saut dans le vide, dans l'inconnu et qui n'était au départ je m'étais quand même dit je vais me reconvertir, faut que je change parce que qu'est-ce que tu as dit quand tu as quitté ton job justement et que qu'est-ce que tu as dit à ton entourage, comment tu te présentais, parce qu'il y a ça aussi la question de souvent quand on se présente qu'est-ce que tu fais dans la vie, la question numéro 1 en France, la question numéro 2 après le prénom. Après le prénom, c'est comment clair. T'appelles-tu mais genre chaque fois tu vas dans une soirée, un anniversaire ou je sais pas quoi, tu fais quoi dans la vie? Alors comment tu te présentais à ce moment-là? À ce moment-là, je disais je viens de quitter mon entreprise, je vais me reconvertir. Et en fait au départ, j'étais super contente. Les gens trouvaient ça chouette et tout. Tu sais, je vais me reconvertir dans l'écologie à l'époque, t'avais quand même j'avais dit dans l'écologie, je me cherche et tout. Puis finalement, en fait, après, de fil en aiguille, les gens, ils veulent savoir un peu plus. Et puis, souvent, ils te redemandent, alors, t'en es où? Non, mais en fait, ça fait un mois, j'en sais rien, laisse-moi le temps, en fait. Et finalement, il m'a fallu du temps. Et je me suis aperçue qu'en fait, quand les gens me demandaient t'en es où en fait ils me renvoyaient leur peur. C'est-à-dire que si tu veux c'est comme s'ils se mettaient à ma place. Eux s'ils étaient à ma place ils supporteraient pas en fait. Ils diraient j'ai trop peur, c'est l'inconnu, tu vois. Donc toi tu le vivais encore bien. Alors honnêtement j'ai vraiment eu des phases quoi, c'est-à-dire que franchement il y a des jours je reconnais quoi, il y a des jours j'étais en larmes en me disant mais qu'est-ce que je fais, où je vais dans ma vie, je savais clairement ce que j'avais quitté et j'en étais ravie. Mais vraiment ce brouillard où je vais quoi, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. Donc c'est vrai pas de plan d'entraînement, pas de 4 séances par semaine à suivre. Donc là du coup c'était à moi de pas d'objectif identifié non plus, sur le fil de la métaphore quoi. Oui, après c'est vrai que le regard, pour en revenir au regard des autres, et je pense que c'est clairement quelque chose qui peut bloquer beaucoup de monde. Difficulté dans la société d'assumer ça. C'est une difficulté, surtout déjà quand tu dis au chômage, c'est clairement un mot interdit Moi quand j'ai cherché un appart, un agent immo m'a dit non mais chômage c'est un mot il faut pas prononcer. Attends, il y a un moment faut arrêter quoi. Je dis j'ai pas la peste voilà. Mais et c'est surtout que en fait j'aimerais bien plus cocher la case en transition quoi. C'est le plus la case en transition et puis pour en revenir à ta question, donc souvent on me demandait t'en es où. Donc au départ je dis écoute là je suis au début quoi. Après quand ça devenait de plus en plus insistant, en fait j'ai essayé d'éviter le truc, mais je me suis aperçue que ça marche pas d'éviter la question et que tous les gens ils sont toujours en train de te dire voilà. Et puis
progressivement, en fait, je disais aux gens la vérité. Je vais, écoute, je ne sais pas encore. Je suis en train de chercher. Et puis voilà. Et c'est vrai que la peur du regard des autres, c'est quelque chose qui nous effraie souvent. Mais faut pas oublier que c'est notre vie, qu'on a des comptes à rendre. T'as réussi à faire la part des choses là-dessus? Avec le temps. Avec le temps, ouais. C'est pas du tout venu d'un coup, quoi. Hein. Il m'a fallu plusieurs mois avant de dire, attends, t'as de comptes à rendre à personne. Les gens, ils te renvoient leur inquiétude, leur stress. Ils se mettent à ta place. Donc non. T'as déjà, voilà, toi, te gérer toi, t'as moi, pas j'ai déjà besoin, ouais. En plus de gérer les peurs en fait des autres. Oui. Ta famille, tes parents, peut-être hyper soutenus. Hyper soutenu. De toute façon, voilà quoi. Ils savaient que j'en pouvais plus du boulot et ils m'ont dit mais ok, mais prends-toi ce temps pour réfléchir à toi. Ouais, ça c'est super. Et ça, je pense que clairement c'est une grande aide d'avoir l'entourage très très proche qui te soutient parce que ouais. Parce que si en plus tu dois gérer l'anxiété de tes parents. Voilà, c'est pas possible. Donc ok, c'est dur le regard des autres, c'est pas facile, mais faut pas oublier que s'il y a que toi, tu es responsable de ta vie, quoi. Donc progressivement, en fait, t'en fais abstraction à partir du moment où tu dis c'est ma vie et c'est moi qui décide en fait. Et c'est pas les autres qui vont me dicter quoi que ce soit. C'est ça, remettre un petit peu des barrières, enfin se protéger aussi, je pense. C'est déjà clairement pas évident. Bon, pour l'avoir vécu, moi j'étais dans mon job, mais t'as l'impression d'avancer dans un brouillard. En fait, plus t'avances, moins t'y vois clair parce qu'il y a tellement de couches à déconstruire et en fait c'est tellement déjà violent de façon alors toi pour le coup t'étais socialement au chômage, mais moi je me souviens d'en avoir parlé, d'avoir choisi en fait vraiment les personnes. Si vous entreprenez une reconversion et que vous êtes actuellement dans votre job, que vous attendez que vous pouvez rester dans votre environnement professionnel parce que c'est supportable, et moi ça l'était, donc j'ai vraiment fait les choses en parallèle. Choisissez bien les personnes à qui vous en parlez. Moi je sais qu'il y a des personnes dans mon entourage, je savais très bien que par rapport à leur propre peur, le fait d'en parler ça pouvait les angoisser et leur angoisse pouvait moi-même m'angoisser. Donc il faut vraiment se baser sur les personnes qui sont ressources et qui peuvent nous tirer vers le haut et nous aider dans cette période-là. Après c'est avec toi la particularité, c'est que comme t'avais ce statut social interdit au chômage, tu devais être confronté au regard de beaucoup de personnes parce que je ne pouvais pas répondre à la question numéro 2. Voilà. Alors on parlait un petit peu préparation, je te propose qu'on rentre un peu plus dans la course. Oui. On a pas mal parlé reconversion, on va repasser. On va switcher en version marathon. Allez. Le marathon de Paris, donc 2019, c'était quel jour? 14 avril. 14 avril. 14 avril 2019. Non, c'est important parce que moi de 2018, je sais que c'était le 8 avril. Hein. On se souvient, c'est des dates. On s'en souvient des dates. Le premier marathon, on s'en souvient. Donc le dimanche 14 avril 2019. Sur la ligne de départ, comment tu te sens? Je suis quand même un peu stressée. Et en fait, je réalise à moitié que je vais quand même courir 42,195 kilomètres. Donc, je me dis, purée, quand même, tu vas faire ça? Tu sais, c'est le truc, t'as plus de 40 kilomètres à faire. Mais en même temps, je suis ravie d'y être. Je suis ravie d'y être. En plus, je prends le départ avec une copine du club. Donc ça, c'est vraiment top. De pouvoir le faire en étant accompagnée, mais en tout cas un peu stressée, mais ravie. Et puis tu l'attends. Avec ça fait quand même 3 mois que tu le prépares. T'étais stressée dans la semaine qui a précédé? La semaine qui a précédé, j'étais hyper stressée, notamment je me rappelle la veille, j'arrivais à rien faire. Du coup, je suis partie encore il y avait un petit square en fait à côté de chez moi. Et donc je suis partie avec un livre que je n'ai pas réussi à lire, mais avec des écouteurs, j'ai fait de la méditation, j'ai essayé de me détendre parce que je me disais mon Dieu, mais tu vas courir 40 kilomètres, c'est pas possible. Je l'attendais et en même temps la fin aussi, quoi, le fait que ce soit ceci, l'aboutissement de l'aboutissement de quelque chose. Donc non, j'étais ravie. Puis en 3 mois de préparation, c'est comme ça. Bah oui, quand même 3 mois. Tu te dis, t'as préparé pendant 3 mois cette course et c'est demain.
Et c'est demain. Et du coup, tu te poses plein de questions sur ta tenue. Je sais pas si toi ça te l'avait fait, mais en tout cas, quel temps fait-il? Donc sur notre groupe WhatsApp de coureurs, on se posait plein de questions. Est-ce que tu te mets en short? Est-ce que tu te mets en t-shirt? Parce que quand même la tenue, elle est hyper importante. Tu vas quand même la porter pendant plus de 4 heures. Enfin, en tout cas, moi, si c'était plus de 4 heures. T'avais un objectif de temps ou au c'était départ, déjà, franchement, je pense qu'à partir du moment où déjà c'est le premier objectif, tu te dis, je le finis. Au départ, je m'étais dit autour de 4h15, quoi. Donc, mais bon, je savais que quand même le premier marathon c'était difficile. Mais oui, choisissez bien votre tenue, vraiment, parce que les baskets, bien les avoir testées longtemps avant. On met pas de nouvelles paires de baskets le jour J. Surtout pas. Même on met pas de nouveaux habits le jour J. Prévoyez des pansements. Moi j'ai des ampoules qui sont apparues de partout, donc mais du coup voilà, des pansements. J'avais mis de la crème anti-frottement les dernières semaines, ça fonctionne très bien. On va donner des petites astuces. Oui aussi, alors je l'ai pas testé, mais il paraît que c'est super. Voilà, pour le prochain je t'en refais un. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, après de bien tout préparer, son sac la veille, tous ses ravitaux, son camel bag, parce que voilà quoi, franchement ça arrive vite quoi. Donc de l'excitation sur la ligne de départ. Ouais, de l'excitation. De l'anxiété mélangée. Ouais, de l'anxiété mélangée. En plus, je savais que j'avais mes proches qui viendraient me supporter. Que de toute façon, j'avais aussi les gens du club, en fait, qui certains qui couraient pas, d'autres couraient, mais en tout cas, il y avait des supporters aussi. Donc voilà. C'était parti pour l'aventure, quoi. Ouais, c'était parti pour l'aventure. Et une fois lancé, comment ça se passe sur les premiers kilomètres? Écoute, sur les premiers kilomètres, franchement, ça va très bien. On part pas trop vite, d'ailleurs, avec ma collègue, sachant qu'on sait qu'on a quand même 40 bornes qui nous attendent. Et en fait, c'est ce que j'aime, c'est l'ambiance des courses, donc c'est magique, quoi. T'as des gens que tu connais pas qui viennent te supporter et tout, donc c'est génial, quoi. Ouais, donc tu te sens à ta place, tu te sens... Ouais, complètement. Ok, on revient à ta reconversion. Une fois lancé, quand t'as quitté ton job, que ta nouvelle page s'écrit, comment tu vis cette quête un peu enfin ces premiers pas dans une nouvelle vie qui est inconnue. On parlait tout à l'heure du regard des autres, mais toi, comment tu vis les choses, comment t'avances? Et donc j'avance, comme tu disais un peu tout à l'heure, un peu en dents de scie, quoi, c'est-à-dire des moments où je suis très excitée par ce changement de vie, et en même temps une peur à gérer de qu'est-ce que je vais faire, parce que c'est un peu le brouillard en fait. Heureusement que j'avais le marathon. En fait, heureusement que j'avais ce double objectif en fait de course, parce que ça m'a aéré l'esprit, quoi. C'est-à-dire que parce que quand t'es au stade et que tu cours, tu fais tes fractionnés, au bout d'un moment ta reconversion, ton mental, il la met obligatoirement de côté, quoi. Tu peux plus faire les deux, quoi. Tu te souffres tellement, voilà. Sur les sorties longues, quand tu fais 30 bornes, après t'oublies, quoi. Tu te reconvertis complètement, quoi. Donc finalement, c'était bien d'avoir ça. C'était super d'avoir ça en parallèle, quoi. Ouais. Donc contrairement au marathon où les premiers kilomètres se passent bien, là c'est un peu plus, mais parce que aussi t'as pas de visibilité sur l'arrivée, je pense qu'il y a ça aussi. C'est ça aussi. Pas de préparation, c'est ça. Comment tu te ravitailles sur ton marathon? Donc sur mon marathon, en fait moi j'avais un camel bag, les sacs avec le tuyau de 2 litres. Donc avec une boisson en fait que j'avais préparée avec de l'eau, du sucre, que je dise pas bêtise, de l'eau, du miel, du sel et du jus de raisin pour avoir l'apport en sucre en fait. Ouais, et en sel aussi du coup. Et en sel parce que tu maigris, tu maigris mais tu perds beaucoup d'eau. Alors oui, tu maigris. Mais tu maigris aussi. Et j'avais en fait moi j'ai opté pour les pâtes de fruits. Ouais, moi aussi. Parce que pour avoir testé plein de bars et même les gels qui franchement chimique, hyper chimiques, c'est vraiment pas bon au goût. Et en fait, je trouvais que la pâte de fruits c'était le bon compromis. Ouais, c'est clair. Parce que quand t'es fatigué de mâcher la pâte de fruits, ça se mange tout seul. Donc ça c'était chouette. Et en fait, ce que je faisais moi, c'est que je prenais une pâte de fruits toutes les demi-heures
et je buvais toutes les 10 minutes, un quart d'heure, même si c'était quelques gorgées, parce que vu tout ce que je transpirais, voilà, c'était pour compenser. Et dans ta reconversion, comment tu te ravitailles si on fait la métaphore? Ouais, comment tu fais pour tenir quoi la durée, et en plus parce qu'effectivement, enfin tu le mets en parallèle du coup dans ce livre qui est pour le moment et n'est pas encore publié, mais oui, enfin c'est long, faut être endurant pour tenir sur la durée et ne pas craquer. Ouais, en fait, c'est vrai que j'aime bien dire que je me suis ravitaillée durant donc cette reconversion. Puisque en fait j'ai fait plein d'expériences, donc c'est-à-dire que déjà j'ai voulu partir à ma découverte comme je te disais, et puis je voulais quand même me former, donc j'ai fait cette formation dans l'écologie. J'aime beaucoup écrire, donc j'ai fait beaucoup d'ateliers d'écriture et j'ai énormément lu de livres, de développement personnel, mais j'ai beaucoup lu, vu que tout ce qui est écologie ça me parle, j'ai beaucoup lu d'articles sur internet, voilà. Donc j'ai essayé des expériences, on va dire, concrètes. Enfin, pour moi, c'était le concret, c'était l'écologie, c'est l'écriture, c'est aussi via une coach, j'avais essayé de lancer une communauté sur les réseaux sociaux, j'avais un projet dans l'écologie, mais je pense que c'était pas forcément le bon moment, donc voilà, j'ai essayé quand même des trucs concrets. Et puis, comme je suis quand même partie à la découverte de moi-même, je suis partie faire des trucs un peu qu'on pourrait qualifier de perché, puisque en fait j'ai découvert de fil en aiguille, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait une lecture karmique. Donc une lecture karmique, c'est la lecture des vies antérieures, parce que des fois alors faut croire à la réincarnation, mais je pense que c'est un préalable. Oui, voilà, déjà je le précise, mais l'idée c'est que ton âme en fait se réincarne dans chaque vie. Et que tu t'incarnes dans une vie pour vivre des expériences et apprendre des choses. Donc en fait des fois et il y a un fil conducteur, et donc quand tu fais ce genre de consultation, l'idée c'est de comprendre si tu as certains blocages en fait qui viennent d'autres vies, le pourquoi tu es venu sur cette vie-là aussi. Et voir un peu voilà comment t'aider quoi. Vraiment. C'est quelque chose auquel t'as toujours cru, ça? Pas du tout. En fait, je pense que si tu m'avais dit le jour où j'ai demandé ma rupture conventionnelle, je vais faire une lecture karmique, je t'aurais regardé et j'aurais dit pardon, tu me dis quoi là? Et en fait, c'est pareil. En fait, c'est pendant ma formation, j'ai rencontré une personne qui était assez branchée spiritualité et qui, elle, m'a amené en fait, m'a parlé de notamment de la lecture karmique. Et puis moi j'ai lu des bouquins, je me suis mise à la méditation, j'ai vu à quel point c'était vraiment chouette, parce que j'ai testé le Miracle Morning d'ailleurs, que je continue toujours, mais j'ai découvert pendant cette période, et puis finalement en fait ça fait sens. Ça fait sens pour moi, clairement j'y crois. Et du coup donc j'ai fait une lecture karmique, j'ai fait un thème astral aussi, et j'ai fait aussi du channeling. Donc du channeling. C'est quoi ça? En fait le channeling, l'idée c'est que quand tu te réincarnes dans chaque vie, tu vois, toi tu te réincarnes dans une enveloppe physique. Et il y a des âmes qui se réincarnent pas en enveloppe physique, qui sont dans le grand tout au-dessus de toi. Voilà, tu l'appelles, moi j'aime bien l'appeler l'univers. Et en fait l'idée c'est que chaque âme, donc nous en fait chaque âme physique, elle a un guide. En fait, elle a une âme dans le grand tout qui la guide. Et donc en fait un channel, c'est quelqu'un qui t'aide qui lui peut se connecter à ton guide par l'intermédiaire de sa guide à elle. Voilà. Donc ça fait hyper perché. Et mais c'est pareil pour le coup. Alors moi, c'est quelque chose auquel je ne crois pas. Enfin, j'ai été pendant très longtemps vraiment très très fermée à ces choses-là, et aujourd'hui je m'ouvre à ces choses-là, mais voilà, de façon totalement super curieuse. Je t'écoute avec beaucoup de curiosité, mais en tout cas c'est des choses qui t'ont apporté. Ça m'a vraiment nourri, c'est ça. Ça m'a vraiment nourri de me dire de découvrir plus de choses sur moi, d'en savoir plus, de prendre vraiment conscience de certaines croyances limitantes que j'avais sur moi aussi. Donc non, ça m'a quand même énormément ravitaillée, et en fait c'était complémentaire avec voilà quoi. C'est vrai que ça paraît hyper perché, mais en même temps j'avais aussi besoin de ça, je pense, tu vois. Et j'avais besoin de ça, d'autres choses, quelque chose de peut-être aussi totalement différent
pour t'ouvrir Ouais. de sortir justement de tous ces schémas-là. Ouais, et comme je l'avais dit, en fait, j'avais commencé ma reconversion sans avoir prévu quelque chose. Ouais. Donc j'en avais ras-le-bol, tu vois, la Anna conventionnelle, elle en avait assez en fait de faire tout dans la convention. Donc je pense que là clairement, j'ai clairement pas fait le non conventionnel. Quitte à être super bizarre au chômage, autant mais voilà, mais c'est vrai que en fait je n'ai pas vu passer ces mois de reconversion parce que finalement, j'ai fait tellement de choses. Ouais. J'ai aussi en parallèle vachement développé mon réseau. Ouais. Me suis rendue à plein de soirées d'entrepreneurs pour rencontrer beaucoup de gens, et c'est vrai que c'est de semer, on en discutait avant tout à l'heure, c'est de semer aussi des graines en fait. Ouais, c'est ça. Tu sèmes en fait des graines, et il y a des choses miraculeuses des fois qui se passent après. Ouais, c'est clair, c'est trop chouette. Ouais. On va repasser au marathon, tes premiers kilomètres. J'aimerais qu'on passe au 30e. Oui. Le mur du marathon, le fameux mur du marathon. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Ouais, alors moi je l'ai pas eu qu'au 30e, moi c'est arrivé plus vers le 35. Ah, t'as gagné 5 km. Ouais, 35, et pour moi le pire du pire, ça a été entre le 38 et les 37 et 41 quoi, parce qu'en fait après le dernier kilomètre, comme en fait t'as tous les supporters, du coup ça j'avais plus à aux jambes bizarrement, mais vraiment le mur, je sentais plus mes jambes en fait. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait des poids de 10 kilos attachés à chacun de mes pieds, et que je ne savais même pas comment j'avançais. J'avais des ampoules à des endroits en plus où j'en avais jamais eu en entraînement, donc c'était pas agréable. Comme quoi, comme endroit? Ben en fait c'était au niveau des petits doigts de pied, au niveau de l'ongle quoi, donc du coup ça fait un frottement, voilà. J'avais trop serré ma chaussure. Donc du coup mon pied était un peu comprimé, mais j'osais pas m'arrêter parce que j'avais peur de pas arriver à repartir. En plus il y a beaucoup de gens qui marchent. Ouais, c'est vrai. Boîte boulotte sur le marathon. Voilà, beaucoup de gens qui marchent, et je me suis dit non mais attends, c'est pas possible, elle est plus que en plus alors j'ai vraiment eu la chance parce que ma copine de course en fait on a fait tout le parcours ensemble, et ça aide. Mais en fait au bout à partir du 35e, on n'arrivait plus à se parler, on disait allez plus que 6, allez plus que 7, allez plus que 10, et en fait on s'est ensuite avoué que c'était vraiment parce qu'on n'en pouvait plus, mais on disait rien, on disait allez on va bientôt le faire, on va bientôt le finir et tout. Et en plus ma montre m'a lâché au 30e kilomètre, donc ouais, franchement je l'ai vécu, et en même temps j'ai trouvé ce que j'étais allée chercher. J'ai trouvé mon mental. C'est-à-dire que ce mental qui m'a permis de persévérer pendant cette prépa, je l'ai retrouvé là. C'est-à-dire que t'en peux plus, ton corps il te dit d'arrêter, et ton mental il t'amène à l'arrivée quoi. Et ça c'est waouh quoi. C'était vraiment ce que j'étais venue chercher. Ouais, c'est dingue. Tu t'as marché, non, t'as continué de courir. Franchement j'étais à 2 à l'heure, hein, je reconnais. Mais je n'ai pas marché. Ah la vache. C'est pas possible. Bravo. Et dans le cadre de ta reconversion, bon, je pense qu'on en a quand même pas mal parlé, mais des difficultés que t'as rencontrées, des moments, tu disais en dents de scie. Est-ce qu'il y a un moment tu t'es particulièrement pris un mur dans ta reconversion? En fait, après le marathon, j'ai eu une tendinite. Du coup, là, pour moi, ça a été le mur de ma reconversion. Parce que déjà que c'est pas facile, en plus si tu m'enlèves le sport, l'horreur quoi, tu vois. Donc je dirais que ça a été donc avril 2019 du coup. Ouais, du coup donc en mai j'ai eu la tendinite, donc ça a été un peu dur. Ça a été suite au marathon ou c'était Ouais, en fait j'ai repris un peu trop violemment. Voilà, j'ai pas écouté mon corps. Ton mental est toujours là, t'arrives à tenir? Et je me mets encore plus à méditer. Je pense qu'à partir de là, ma pratique de la méditation, elle est vraiment, elle s'est un peu plus ancrée dans ma vie. Et je me suis aussi mise à la cohérence cardiaque à cette même époque-là. Et puis après, comme en plus je déménageais et que je suis partie dans le sud un peu pour l'été, finalement, dans le sud il fait super chaud, donc j'avais un peu moins de motivation pour courir. Et donc voilà. Mais pas facile. Et puis de te dire ok. Et en fait, c'était aussi un truc. De dire ok, t'as ça qui t'arrive, tu peux pas faire de sport, bon, et si maintenant tu réfléchissais un peu plus quoi, parce que tu mets tout dans le sport, mais accepte aussi qu'il y ait autre chose. Tu t'es retrouvée un peu seule face à toi-même. Ouais, le truc en fait qu'on redoute un peu quoi. Et voilà quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu juste après le marathon, je suis partie en vacances à Bali.
Et donc bon, ça fait pour l'écolo et le parallélisme, bref, ça s'appelle la dissonance cognitive. Juste, j'explique en fait, la dissonance cognitive, c'est on fait des actes qui sont pas en cohérence avec notre pensée. Tous les jours, on fait ce genre de choses. Déjà, on en a conscience, c'est un premier pas. Bref, je suis loin d'être parfaite, je fais d'autres trucs à côté, et je m'attendais au déclic en fait à Bali, tu vois, parce que il paraît que là-bas, tout le monde a un déclic. Genre, Mange priait, mais elle a eu un déclic, Julia Roberts, enfin bref. Ah oui, Bali, mais c'est fantastique et tout. Bon bah écoute, moi, clairement, le déclic, il est pas venu, tu vois. C'est comme à la ligne d'arrivée du marathon, je m'attendais à ce qu'il y ait un déclic, ou alors que limite qu'il y a un panneau sur lequel il écrit Anna, tu dois faire ça. Donc clairement, passez-moi ma médaille, c'est bon. Voilà. Il y a mon nick qui est marqué juste derrière. Donc voilà, donc je pense que j'attendais trop en fait de l'extérieur d'avoir des clics, et que cette blessure ça a aussi été, mais soit face à toi-même là quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Prends-toi en charge et voilà. Ok. Alors, tu parlais de la ligne d'arrivée. Donc, la ligne d'arrivée du marathon, tu n'as pas de déclic, mais qu'est-ce que tu ressens? Franchement, j'ai beaucoup de mal à réaliser. Et ma collègue qui me dit, Anna, t'es marathonienne, quoi. Et là, tu vois, tu te dis, ah ouais, quand même, quoi. Le mot est... Waouh, je suis marathonienne, je suis finisher, j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'ai les jambes dans un état, j'en peux plus. J'ai réussi à franchir le dernier kilomètre sans avoir mal aux jambes, parce qu'il y a tellement de gens qui t'acclament que c'est magique. C'est vraiment magique. Et puis finalement, en fait sur la quand je suis arrivée, j'ai failli tomber dans les pommes parce que j'avais juste oublié de manger ma dernière pâte de fruits dans l'excitation, tu sais. Mais j'ai eu mon t-shirt, j'ai eu ma médaille, et j'ai voilà quoi. Et j'ai mis beaucoup de temps à réaliser en fait que j'étais marathonienne. Et je boitais. On est tous là, on monte la vue là, on est des éclopés, mais on est contents. Je boitais, et en même temps, très vite après, le lendemain, le gros vide. Parce que tu vois, tu prépares un truc, et là, il y a plus. Ça c'est connu, hein. C'est un phénomène qui est vraiment connu. Ah oui, et c'est fini. L'après-marathon, l'après-marathon, moi ça a été très très difficile, et je me suis dit bon bah finalement en fait, je crois que j'ai presque plus apprécié le processus. Ouais, bien sûr. Ah non. Que la course. Ouais. Non mais c'est une aventure. Le marathon, c'est une aventure. C'est une aventure. Je crois qu'on n'a pas fini de le dire ça. C'est ça. Et la ligne d'arrivée de ta reconversion, parce qu'on a beaucoup parlé justement de toute cette quête. Oui. Tu parles d'écologie, mais finalement ça t'as pas trouvé de métier en particulier juste après. Est-ce qu'aujourd'hui, donc début 2020, tu es arrivé? Est-ce que tu as franchi la ligne d'arrivée ou t'es encore en quête? Alors, je pense que je suis entre les deux. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit en intro, finalement, en fait, j'ai écrit un livre pour faire la comparaison entre le vrai marathon avec mes jambes, et le marathon de ma reconversion. J'aime bien l'appeler comme ça, parce que je pense que c'était vraiment aussi un marathon, cette reconversion. C'est long, il y a de l'endurance, il y a besoin de ravitaillement, il y a des hauts et des bas. Et finalement, en fait, j'avais commencé donc l'année dernière à écrire. Donc j'avais publié des articles sur Medium, qui est une plateforme où tout le monde peut écrire des articles de blog en fait sans avoir besoin de passer par son site. Donc c'est assez chouette. Et il y a un de mes articles qui avait même été relayé dans Le Monde, donc j'étais assez contente. On le mettra en barre d'infos. Oui. Et puis finalement en fait lors de ma dernière séance de coaching, ma coach me dit en plaisantant, je lui dis purée, je pourrais presque écrire un livre de tout ce que j'ai vécu. Puis elle me dit mais pourquoi tu le fais pas? Et 15 jours après, j'ai commencé à faire le plan. Et j'ai fini mon livre le 6 décembre dernier. Donc finalement, je dirais que quand même le livre, ça représente une ligne d'arrivée. Moi, je me suis régalée à l'écrire. T'as mis combien de temps à l'écrire? Et j'ai commencé, j'ai mis 1 mois et demi. Ah ouais, donc tu t'es mis dans le truc et ça t'a... Un peu moins de 2 mois. Et voilà. Et bon, après, je précise que j'ai fait que ça et que je reconnais que voilà, j'avais rien d'autre à côté. J'ai fait que ça, et donc je dirais que oui, c'est une ligne, c'est quand même, le livre c'est quand même une ligne d'arrivée, prise de conscience de beaucoup de choses, en tout cas de continuer cette volonté toujours d'écrire. Et l'écologie, à voir comment je le mets. Pour l'instant, je sais pas. Mais encore, t'as plusieurs, t'as semé des graines. Et voilà, j'ai semé des graines comme tu dis, et puis voilà. T'es toujours dans l'action et voilà mais t'es toujours en quête comme quoi, voilà. En fait, je suis toujours en quête, même si je pense que j'ai quand même le puzzle, il commence à se former. Tu commences à trouver le lien, le maillage entre tout. J'ai tellement appris. Et en fait, du coup, dans mon livre, je partage vraiment tout ce que j'ai appris. Et ce parallèle entre les deux, et c'était très très riche. Donc j'en suis ravie.
Écoute, je pense qu'on prendra rendez-vous dans 1 an pour que tu nous dises justement où en sont justement toutes ces graines que tu as semées. Alors, du coup, et après, est-ce que tu vas recourir à un marathon? Est-ce que tu vas en termes de course à pied? En termes de course à pied, oui, je pense que je vais recourir. Là, je me tâte à me réinscrire au marathon de Paris. Comme je te disais, j'ai commencé l'entraînement sans être inscrite. Tu sais, on fait tout à l'envers. On fait tout à l'envers, voilà. Mais clairement, je referai d'autres marathons parce que c'est une expérience tellement folle que voilà. Ouais, t'as envie. Ouais, que j'ai envie. Donc oui. Cette aventure, elle est fantastique, donc j'en referai, Et 2020, professionnellement, même si c'est encore assez flou, que les du puzzle se mêlent les unes aux autres. Oui, alors, écoute, là, pour l'instant, j'attends, j'ai envoyé mes manuscrits, donc là, je t'en informerai en temps voulu. Et puis, là, moi, je vais me mettre à mon compte au niveau de la rédaction, donc rédactrice, correctrice, relectrice, en freelance, et puis voir peut-être, je sais pas, apporter ma contribution pour un projet écologique à voir, et tout en continuant d'écrire parce que j'ai d'autres projets d'écriture en fait. Donc, finalement en fait ce qui a fait l'objet de ton livre qui était une forme presque de thérapie, enfin il y a aussi ça, je pense. Ouais, c'est clairement. Tu t'es quand même découvert ce goût pour l'écriture. Donc, que je connaissais avant, mais là j'en ai vraiment pris conscience et j'ai vraiment pu le tester. Donc si ça se trouve, on verra par la suite. On verra. Prend rendez-vous, on rendez-vous sur Chronique d'un changement du podcast. Alors je vais terminer par une petite rubrique qu'il y a toujours dans le podcast 50 nuances de sport. Donc je suis obligée de la faire. C'est la rubrique des questions tac au tac. Allez. Donc globalement c'est simple. Je vais te poser 4 questions. Le but c'est que tu me répondes le plus instinctivement possible. Okay. Donc le plus rapidement possible. Tu peux revenir sur ta réponse si t'en as une autre qui te vient. Mais voilà, c'est simplement pour clôturer cet épisode. Quelle est la chanson inavouable que tu écoutes quand tu fais du sport? Chanson inavouable? Ouais. Alors j'ai arrêté d'écouter de la musique quand je cours. Ah ouais? Mais avant je mettais une playlist. Eh ben écoute, tu regarderas dans ta playlist et tu me l'enverras, je la mettrai du coup en lien de l'épisode. Okay. Un livre qui t'a marqué dans ta reconversion et que tu conseillerais? Alors un livre, il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Là, le premier qui me vient, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Notamment une phrase où il dit tombe 8 fois, tombe 7 fois et relève-toi 8 fois, quoi. Ouais. Et ça, clairement, ma reconversion, je trouve que c'est la plus belle image. Ouais, c'est ça. Et qui m'a vraiment marqué pour aller chercher en fait le trésor que t'as à l'intérieur de toi et remplir ta légende personnelle. Et aller l'alchimiste, c'est clair. Il est top. Pour terminer, un conseil pour toute personne qui aujourd'hui est face à son écran, n'a pas forcément un square devant sa fenêtre, mais se pose des questions. Eh ben, je dirais allez chercher en vous. Allez chercher en vous ce que vous voulez faire en fait de votre vie. Allez chercher en vous ce que vous aimez faire. Là où vous voyez pas le temps passer, où vous pourrez, vous êtes en état de flow. Voilà, vous êtes en état de flow, vous pourrez être payé à ce que vous faites. Ouais. Et ne vous dites pas que c'est réservé aux autres. Ouais. Donnez-vous l'autorisation en fait. D'être cette personne. Franchement, donnez-vous l'autorisation. De faire partie de ceux qui osent. Voilà, de faire partie de ceux qui osent et rappelez-vous qu'en fait c'est votre vie. Il y a que vous qui pouvez décider de ce que vous voulez faire de votre vie. Ouais. Et donc voilà. Ok, bah écoute, je ne peux que confirmer tout ça et voilà. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, c'était passionnant, j'ai vraiment hâte de le publier du coup. Bah écoute, merci encore. Voilà, moi je donnerai tes nouvelles, de toute façon on actualisera le lien de l'épisode si ce fameux livre justement est publié. Oui, voilà. Et je pense qu'il y aura des suites et puis de toute façon je te donne rendez-vous dans le podcast du blog de Chronique d'un changement de vie pour faire le point dans 1 an, voir justement si ces petites graines sont devenues des fleurs, des arbres ou bien plus encore. Ouais. Et je me permets, s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Bah super, de toute façon on mettra ton contact. C'est important. C'est clair. Bah écoute, merci encore. Et puis voilà, à bientôt. Ciao. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à le partager, à le noter sur Apple Podcast, à laisser un petit commentaire et à se rendre sur la plateforme de financement participatif Tipeee pour soutenir le podcast à hauteur d'1 € par mois.
Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode. À très vite!